Charles, tu es là. Impeccable. Tu peux, Bonjour, voilà, Raphaël. tu peux activer ton Bonjour à tous. micro. Je te mets là. Super. Je vais me mettre à côté de toi parce que là, tu es tout seul pour l'instant. Voilà. Et Stéphanie est là aussi. Voilà. Super. Hop. Voilà. Stéphanie, je vais juste tester ton micro. Est-ce que je t'entends? Voilà, ça y est, j'ai mis le son. C'est parfait. Parfait. Bonjour à tous. Super. Alors, je vais vous laisser la parole à tous les deux. Je vais juste, pendant la minute qu'on a avant de commencer officiellement, dire à ceux qui ne sont pas avec nous depuis ce matin que donc ce forum en ligne organisé par le Craft Project l'est dans le cadre de la mobilisation Sauvons les métiers d'art. Cette mobilisation, c'est des professeurs et des étudiants de toutes les écoles de métiers d'art en France qui se réunissent pour dénoncer la diminution drastique des heures d'enseignement en atelier dans le cadre de la réforme du diplôme d'ENMAD. Et le Craft Project, qui est une association qui veut avoir un rôle d'amplificateur au service des métiers d'art, joue son rôle d'amplificateur pour la mobilisation Sauvons les métiers d'art depuis son commencement au mois de décembre, à travers nos réseaux sociaux et à travers nos actions. Et comme ce forum en est la preuve aujourd'hui, c'est qu'on a été à l'écoute, et notamment à l'écoute des étudiants qui nous ont demandé de pouvoir être en lien avec des professionnels pour leur poser des questions, pour pouvoir eux se projeter dans leur avenir parce qu'ils sont voilà, des futurs professionnels, des futurs jeunes diplômés d'un diplôme qui posent beaucoup de questions à leurs professeurs et ça les inquiète évidemment. Donc on est ravis de pouvoir proposer ce temps d'échange et je propose à ceux qui le souhaitent de rejoindre notre association en adhérant. On a fait un montant libre d'adhésion justement pour que tous les étudiants puissent nous rejoindre. Ça veut dire que vous êtes étudiant, vous mettez 0 €, c'est gratuit et vous pouvez rejoindre la communauté et soutenir tout ce qu'on fait pour participer au secteur des métiers d'art. Voilà, j'arrête de parler, je vais laisser Stéphanie Lacoste se présenter puis présenter son invité Charles. Charles, je t'embrasse au passage et je te remercie infiniment du temps que tu nous accordes. Stéphanie, c'est à toi. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici, particulièrement avec Charles. Et je vais me présenter. Donc, je suis tisserande, je suis enseignante en DNMA de matériaux et je tisse aussi pour des architectes et des designers. Voilà. Je peux présenter mon parcours scolaire puisqu'on est face à des étudiants. Je pense que ça les intéressera. Donc, j'ai fait un bac art appliqué à l'école Boulle, anciennement bac F12. Puis, j'ai intégré un diplôme de métier d'art tissage à Duperré. J'ai poursuivi avec un BTS styliste de mode à Duperré et un diplôme supérieur d'art appliqué à Duperré. Donc, j'ai gardé de ces études vraiment déjà le goût de l'exploration, la passion, l'envie de travailler, un acharnement aussi au travail et l'envie toujours de mêler le respect des savoir-faire et l'innovation. J'ai eu une première expérience professionnelle avant d'enseigner en tant que stylisme de mode dans le prêt-à-porter. Et puis, je suis vite revenue à ma première passion qui était les métiers d'art et le textile. Et c'est comme ça que je suis arrivée au lycée La Source pour enseigner tout d'abord les arts appliqués, puis ouvrir l'atelier tissage. Et donc maintenant, ça fait une 12aine d'années que j'enseigne. Et pour vraiment bien faire mon travail, j'ai aussi passé les concours. Donc le CAPET, art appliqué, option métier d'art. Donc ça, c'est le côté parcours, hein, assez rapidement. Et ce que j'aime vraiment dans mon métier, c'est de tisser des liens. Je pense que c'est étroitement lié à ce que je fais. Et j'aime vraiment tisser des liens avec les étudiants et aussi avec les artisans, les prescripteurs de projets et puis les matériaux. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de transmettre avec passion et exigence mon savoir-faire et aussi une ouverture d'esprit et une réflexion sur, par exemple, pour mes étudiants, la posture de tisserand. Pourquoi est-ce qu'on tisse aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce qui nous amène à tisser et quels sont peut-être les enjeux sociologiques, philosophiques ou esthétiques qui peuvent être soulevés par cette pratique? Et donc, les étudiants qui sont en DNMA de matériaux, par exemple, pour l'atelier tissage, peuvent être amenés à travailler avec des étudiants qui sont dans des parcours de DNMAD dans lesquels il y a la spécialité tapisserie décorateur.
Et en fait, ils peuvent vraiment être amenés à travailler ensemble puisque les tissages qu'ils produisent pourront être mis en forme et pourront même être la suite d'un échange, en fait, d'un partenariat avec un tapissier. Et c'est pourquoi je suis particulièrement ravie d'animer en fait cet échange avec Monsieur Jouffre, puisque voilà, c'est aussi un honneur. Et puis voilà, je vais lui laisser la parole, je vais lui demander de se présenter. Et merci beaucoup, Monsieur Jouffre, d'être avec nous. Merci Stéphanie, vous pouvez m'appeler Charles. Bonjour à tous. Merci mille fois à Raphaël d'organiser de tels échanges. Je suis très fier également de pouvoir répondre aux questions de Stéphanie Lacoste, dont j'aime beaucoup, beaucoup le travail. Enfin, je suis même très admiratif en fait du travail qu'elle fait. Donc c'est aussi un honneur pour moi de pouvoir répondre à ces questions. Voilà, donc je suis tapissier, j'ai appris mon métier très jeune, lorsque j'avais 16 ans. À l'époque, contrairement à aujourd'hui, on travaillait beaucoup en atelier puisqu'on était apprenti chez des artisans et grosso modo, on travaillait 6 jours sur 7, donc c'était à peu près 60 heures par semaine. Évidemment, quand j'entends le mouvement actuel, ça me désole un peu et je pense que c'est évidemment dommage. Donc battons-nous pour essayer de faire bouger les lignes et de faire plier le gouvernement sur ces questions-là. Voilà, donc je reviens à mon parcours. Donc tapissier, un petit passage chez les Compagnons du Tour de France à l'époque, lorsque j'avais 18 ans, qui a été une très bonne école. Bon, ça ne me correspondait pas au niveau à l'époque voilà, des mentalités, de la façon de faire. Donc je suis parti en souhaitant faire mon petit parcours personnel chez différents artisans. Donc j'ai fait mon propre petit tour de France, très important pour les jeunes de se dire qu'il faut ne pas hésiter à apprendre des techniques différentes et le fait de bouger d'artisan en artisan et voir de région en région nourrit évidemment beaucoup. Voilà, et puis un jour, le hasard a voulu que je rentre dans une très importante société de décoration qui avait un petit département tapissier à l'époque et qui m'a emmené aux quatre coins du monde. Donc là, j'ai découvert en fait un autre univers, l'univers de la décoration très haut de gamme. Et surtout, j'ai appris un peu à m'occuper d'une équipe que j'ai créée petit à petit. Et puis, l'international, le management, ça a été pour moi une vraie révélation, une seconde passion finalement, de travailler pour cet univers complètement magique qui était finalement à m'apporter assez naturellement. Voilà, et puis en 87, donc il y a maintenant 33 ans, j'ai pris la décision de créer ma propre structure et avec une petite nuance, c'est que j'ai pris cette décision de ne pas m'installer comme tapissier avec une petite échoppe au service des particuliers qui venaient à moi, mais de plutôt me diriger vers les architectes d'intérieur, qui étaient ces gens que je connaissais bien, puisque dans l'entreprise dans laquelle j'avais travaillé pendant 5 ans, il y avait 250 décorateurs, donc c'était vraiment une grosse entreprise, et j'avais pris l'habitude finalement de répondre à leurs demandes. Et ce qui m'amusait et ce qui me passionnait, c'était vraiment d'essayer d'interpréter finalement leurs souhaits. Et donc, je suis tout de suite allé voir les architectes d'intérieur, tout d'abord à Lyon, là où je m'étais installé, et puis très vite à Paris, et puis très vite aussi un peu à l'international, pour essayer de leur proposer finalement mes services de réalisation de travaux tapissiers d'exception. Voilà, et puis après un parcours évidemment semé d'embûches avec des hauts, des bas. Ça a été très 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 compliqué, beaucoup de travail. Et puis finalement une installation à Paris, une installation il y a une vingtaine d'années à New York, et aujourd'hui des ateliers qui, depuis Lyon, New York et puis aussi un petit atelier à Rabat au Maroc, me permettent d'aller voir des clients parmi les plus renommés pour réaliser des chantiers vraiment d'exception.
Donc, j'estime avoir beaucoup de chance de pratiquer ce métier qui est vraiment un métier exceptionnel. Et donc, je suis très heureux de pouvoir répondre aux questions de Stéphanie, puis d'éventuels élèves, s'il y en a. Merci pour cette présentation et ce magnifique parcours. Et on pourrait peut-être commencer par essayer de définir le métier de tapissier. Comment est-ce que vous pouvez le définir pour les étudiants? Oui, alors le métier de tapissier, c'est déjà un petit peu la transformation du tissu d'ameublement. C'est-à-dire qu'on va travailler à partir de rouleaux de tissu d'ameublement, on va les transformer pour en faire des rideaux, pour en faire des fauteuils, des canapés. Le tapissier tel qu'on l'imagine aujourd'hui, c'est beaucoup celui qui va restaurer des sièges anciens, mais en fait ce métier est beaucoup plus large que ça. Il y a toute la partie de confection de rideaux, confection de stores, confection de dessus de lit, de coussins, de housses. Donc là, c'est vraiment un travail de confection, de petite couture. Il y a également tout le travail d'installation de ces décors de fenêtres et également d'installation de tissu tendu mural. Et puis après, il y a toute la partie siège, où bien évidemment, il y a toute la partie restauration de sièges anciens, mais aussi de fabrication de sièges plus contemporains. Du coup, c'est important de se dire qu'à partir de connaissances de techniques un peu ancestrales, le tapissier finalement met à profit un petit peu ses connaissances pour réaliser des produits qui sont demandés aujourd'hui. Voilà, donc si un architecte d'intérieur vient nous voir pour nous demander de restaurer un siège ancien, on va adapter notre technique, mais s'il nous demande de réaliser un siège plus contemporain, on va aussi essayer de trouver les moyens d'eux. Mais j'y reviendrai peut-être après, suivant d'autres questions. Oui. À ce propos, Raphaël précise qu'il y a un magnifique podcast. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, n'hésitez pas à aller l'écouter à la fin de la journée ou peut-être demain. Oui, j'avais une question par rapport au métier d'art, puisque là, on parle vraiment de l'avenir des métiers d'art avec cette mobilisation qui nous prend au cœur. Et je voulais savoir quel avenir vous voyez pour les métiers d'art aujourd'hui, aussi bien en France qu'à l'international. Alors, évidemment, je vois un très bel avenir, même s'il est complexe et que c'est un vrai combat. Mais je pense que nous avons une chance inouïe, tout d'abord, d'être français et d'être reconnus dans le monde entier comme ayant les plus beaux métiers d'art au monde. Nous avons une aura absolument incroyable et je dis toujours, c'est une chance inouïe d'être français. Aujourd'hui, le monde entier nous envie sur nos savoir-faire. On a des savoir-faire exceptionnels et du coup, c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte parce que l'avenir de nos métiers, il est très présent. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une très importante demande et que du coup, on peut encore se faire plaisir pendant très longtemps. Et on a aussi une chance inouïe, c'est qu'au-delà de la reconnaissance dans le monde entier de ces métiers, c'est qu'aujourd'hui, nos gouvernements quand même prennent conscience de la richesse de ces métiers pour notre pays et que du coup, quand même, il y a des actions. Alors parfois, évidemment, à recaler, parce que on le voit bien aujourd'hui au niveau des heures de formation, où là, on est très perturbé, mais quand même, il y a des belles actions. Il y a notamment le label EPV, des entreprises du patrimoine vivant, qui est un très beau label, qui commence à être vraiment connu en France, mais aussi à l'étranger. J'ai de nombreux clients qui me parlent du label EPV, même aux États-Unis, donc c'est quand même extraordinaire. Donc il y a quand même des actions, il y a une prise de conscience, je trouve, qui est forte et qui aujourd'hui permet d'être optimiste sur l'avenir des métiers d'art. D'accord, merci pour ces paroles optimistes, parce que bien évidemment, on est aussi dans une bonne dynamique et on est là pour construire en fait l'avenir des métiers d'art et le défendre avec passion et conviction. Et on voit qu'il y a vraiment du débouché et que c'est un domaine porteur. Pour entrer un petit peu dans le cœur de votre métier et questionner justement ce lien entre
la tradition et la part contemporaine du métier. À mon humble niveau, je sais qu'il existe différents types de garnitures qui soient soit au crin ou en ressort ou en mousse. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, voilà, quelle place donnez-vous finalement à la tradition, au savoir-faire traditionnel et aussi à la partie contemporaine du métier au sein de votre entreprise? Ok. Alors, dire que tout d'abord, le métier de tapissier, c'est vraiment la tradition. C'est-à-dire que c'est un métier qui a commencé à éclore au XVIe siècle. Il y a eu une vraie prise de conscience à l'époque que les châteaux avaient besoin de tentures pour pouvoir s'isoler du froid. Et donc là, il a commencé à avoir un petit peu de tenture qui était sobre. Et puis, bien évidemment, il fallait s'asseoir. Donc, on est passé du siège en bois au siège un peu plus rembourré. Ensuite, il y a eu le XVIIIe siècle qui était évidemment l'époque prestige. C'était des décors magnifiques, extraordinaires. Donc là, il y a vraiment eu une envolée de ce métier sur des méthodes très traditionnelles. Et puis, quand même, ensuite, il y a eu le 19e siècle, qui est l'âge d'or un peu du tapissier, avec des choses extraordinaires, aussi bien en décor de fenêtre qu'en siège, où là, on a introduit, par exemple, le ressort qui n'existait pas en fait avant le 19e. Et donc là, on a utilisé des techniques finalement contemporaines. Donc on peut dire que ce métier, il a toujours été contemporain finalement, suivant ses époques. Malgré tout, je pense que le tapissier, c'est important d'avoir une maîtrise de son savoir-faire traditionnel. C'est important parce que c'est la base du métier, c'est ce qui nous permet de maîtriser la matière, c'est ce qui nous permet de bien maîtriser finalement aussi notre savoir-faire et de pouvoir évoluer. Après, je pars du principe que pour moi, la méthode qu'on va utiliser n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'il faut être adapté aux demandes que nos clients peuvent nous amener et que le but, c'est d'obtenir le meilleur des résultats. Alors, meilleur des résultats, ça veut dire, bien évidemment, la qualité de finition, essentielle, également la durabilité dans le temps, est-ce que le produit va être durable, et puis aussi le confort, par exemple, si on parle au niveau du siège. Et que pour moi, le tapissier doit savoir adapter ses techniques et son savoir justement à la réponse de l'attente du client. Alors après, personnellement, j'aime beaucoup mixer les techniques. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, on va obtenir, par exemple, un excellent confort grâce à du ressort. Alors que si on utilise de la sangle élastique qui est plus moderne, bah, en fait, c'est un peu basique, donc ça n'a pas d'intérêt. Par contre, un bourrelet, réaliser aujourd'hui un bourrelet en crin, je pense qu'il faut savoir le maîtriser, il faut savoir oui, savoir le réaliser, mais ça n'a pas un grand intérêt parce que le bourrelet va plutôt avoir tendance à se déformer et dans le temps, et en plus, il va prendre un temps fou à le réaliser. Alors qu'on peut utiliser aujourd'hui un bourrelet en ce qu'on appelle en aglo de mousse, qui va être parfait, qui va être nickel et qui va durer dans le temps éternellement. Donc, pourquoi s'en passer? Et donc, mon idée, c'est qu'on doit adapter les techniques. Et puis, je finirai en disant que aujourd'hui, on a une vraie préoccupation, évidemment, je dirais, de notre impact écologique qui est vraiment aujourd'hui très fort dans les mentalités en général et qu'on doit aussi se pencher sur ces questions-là en tant que tapissier et que bien évidemment, tout ce travail qui est fait aujourd'hui grâce aux mousses, qu'on utilise beaucoup et qui permettent d'avoir des résultats extraordinaires en termes de confort notamment, et ben, doivent être quand même remises en question parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut utiliser des matériaux durables pour obtenir des mêmes résultats. Donc nous travaillons, nous, en interne, beaucoup sur ces questions-là et je pense qu'il y a une vraie évolution et que le métier de tapissier doit rester contemporain, comme je l'ai expliqué, comme c'était le cas
au 16e, 17e, 18e, 19e, 20e siècle. Le 21e siècle va être un tournant, à mon avis, dans ce métier, parce qu'on va revenir à la fois avec des méthodes traditionnelles, des matériaux durables, et en même temps une vraie préoccupation du confort optimal. Voilà. Alors c'est beaucoup vrai sur le siège, sur la confection, il y en aurait beaucoup à dire aussi, mais en tout cas, c'est un peu moins sensible. Voilà, donc pourquoi je parle beaucoup du siège. Donc, on voit qu'il est nécessaire de connaître finalement ces techniques traditionnelles, de les maîtriser tout autant que les contemporaines pour même venir interroger cette technique et la faire évoluer et rester toujours ancré dans notre époque. Exactement. En rentrant encore plus dans le cœur de votre métier, peut-être qu'il faudra que vous définissiez les termes pour les étudiants qui nous écoutent. Et ça va nous permettre aussi de parler de compétences liées à une certaine peut-être polyvalence. Existe-t-il toujours une distinction entre le siège, le décor et le villiers? Et voilà, comment est-ce qu'on peut interroger ces distinctions et puis quelles sont-elles peut-être déjà pour définir au plus grand nombre ce que c'est que le villiers, par exemple? J'aime beaucoup la question et quelque part, je vais y répondre un peu bizarrement, mais en disant que, par exemple, chez nous, aujourd'hui, nous avons une vraie volonté de permettre la polyvalence à tout prix. C'est-à-dire que pour nous, un tapissier qui rentre chez nous doit pouvoir, sur le principe, être tapissier siège, mais aussi tapissier villiers, c'est-à-dire qu'il travaille en ville, c'est donc ce qu'on appelle dans d'autres métiers, mais que j'aime pas beaucoup, les poseurs. Pour moi, c'est vraiment l'installation des décors de fenêtres, et j'aime beaucoup ce terme de tapissier villiers. Et puis, il doit pouvoir également faire de la couture. Donc, je pense pouvoir dire que pour moi, un tapissier doit être complet. Un tapissier ou une tapissière doit absolument être complète et je pense que c'est le vrai secret. Donc j'invite vraiment les élèves aujourd'hui qui souhaitent rentrer dans ce métier d'essayer de maîtriser tous les aspects du métier. Et pour vous dire, nous avons, nous, beaucoup de tapissières, donc on va dire un peu couturières, qui rêvent de partir sur les chantiers. C'est passionnant parce que quelque part, ils vont chez le client pour pouvoir poser le décor qu'ils ont confectionné en atelier. Donc c'est beaucoup plus enrichissant. Donc au-delà pour moi de la nécessité d'avoir la maîtrise de toutes ces techniques, il y a aussi un intérêt évident qu'il faut donc faire valoir. Donc voilà, je crois que moi j'aime pas cloisonner. Je pense que non. Je le dis aujourd'hui, pendant des années, ce n'était pas le cas. Je ne voyais pas les choses comme ça. Pour moi, il y avait des tapissiers sièges, il y avait des tapissiers villiers, il y avait des couturières. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je pense que c'est une fausse idée et qu'il faut absolument rompre ça et vraiment travailler sur la polyvalence. D'accord, donc on voit une autre compétence requise pour les étudiants, hein, cette ouverture d'esprit, cette polyvalence. Et peut-être qu'on a encore un petit peu de temps avant de prendre les questions qui commencent à arriver sur le chat. J'aurais aimé vous poser une question sur le regard que vous portez sur la valeur du travail aujourd'hui. On est dans une génération où tout va vite, alors que c'est un métier et que les métiers d'art en règle générale demandent beaucoup de temps, de concentration pour maîtriser les gestes et les savoir-faire, et aussi d'une bonne dose d'humilité, une humilité face au travail et à ces gestes que l'on doit répéter sans cesse pour réussir enfin à les maîtriser. Et j'aurais bien aimé avoir votre regard là-dessus, parce que par rapport à votre expérience et aussi si vous avez des conseils à donner aux étudiants voilà, sur ce travail. Bon, c'est évidemment des métiers passion. Ce sont des métiers merveilleux, mais il faut vraiment être passionné parce que ce sont des métiers durs, longs à apprendre. Moi, quand j'ai commencé dans le métier, évidemment, il y a plus de 40 ans, on me disait tu commenceras à maîtriser ton métier dans environ 7 ans. À l'époque, on faisait 60 heures par semaine, donc inutile de vous dire que 7 ans, à 60 heures par semaine, ça faisait beaucoup d'heures. Donc aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas rêver, il faut beaucoup, beaucoup travailler pour apprendre et que du coup, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il faut être très curieux, il faut impérativement se rendre dans les musées, acheter des bouquins, se plonger dans la culture
de notre histoire, et tout ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, évidemment, c'est ingrat, parce que si on fait le rapport entre ce temps que l'on doit passer pour bien maîtriser son métier et évidemment ce qu'on peut gagner, c'est rien. Donc, c'est un métier, comme malheureusement beaucoup de métiers d'art, qui sont très mal rémunérés. Moi, je le regrette vraiment. On essaye de faire bouger les lignes, chez nous en interne, mais c'est pas évident parce qu'on a des clients qui ne le comprennent pas toujours. Donc, on passe beaucoup, beaucoup d'énergie à essayer de faire passer ces messages-là, de dire que ces métiers devraient être mieux reconnus. Donc ça, c'est un vrai combat de fond que nous menons entre autres avec Raphaël sur le fait de faire reconnaître ces métiers. Je pense que notre rêve aujourd'hui, c'est de voir des parents qui seraient très fiers de voir leurs enfants aller vers ces métiers, non seulement parce qu'ils en ont la passion, mais que de pouvoir se dire ils vont peut-être bien gagner leur vie. Bon, c'est vraiment le but ultime, quoi. Bon, on n'y est pas encore, c'est encore long, le chemin est long et laborieux. Voilà, donc à titre personnel, je trouve qu'il faut vraiment essayer de se battre sur ces questions-là, parce que effectivement, c'est long. Voilà, c'est long et qu'il ne faut pas rêver. On ne maîtrise pas son métier sans avoir pratiqué, vécu des expériences multiples et variées. Après, je pense que, voilà, comme je le disais au tout début, c'est un métier passion et qu'il y a tellement de bons côtés à apprendre ce métier qu'il faut essayer de trouver cet équilibre. Je le dis souvent et je l'ai souvent dit à Raphaël. En fait, ma vie, par exemple, a été faite d'énormes galères, mais de telle passion que bah, ça me permettait d'équilibrer. C'était cette espèce de balance qui finalement m'a toujours porté. Mais il ne faut pas rêver. Voilà, il ne faut pas rêver, il faut en être conscient, mais avec beaucoup de courage, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, on peut vraiment se faire plaisir parce que c'est quand même un métier merveilleux. Effectivement, ce sont des métiers de passion qui nous prennent aux tripes et qui ne nous lâchent pas, qui nous apportent énormément de joie, de bien-être, de stress, de questionnement aussi par moments. Mais je pense que ce sont des métiers qui animent toute une vie et dont on ne peut pas se défaire si facilement et qui une sorte de manière d'être au monde. Souvent, c'est comme ça que je me vois moi à travers le tissage. Et donc, je pense qu'on peut rentrer dans les questions, surtout qu'il y en a une qui était en lien avec la dernière que j'avais envie de vous poser, de Luc Gauchez, qui demande « Travaillez-vous juste avec des designers et des architectes d'intérieur ou gérez-vous aussi des projets en direct pour des particuliers ?» Et en fait, voilà, il y avait aussi cette question de la relation avec le designer ou l'architecte que j'aurais aimé vous poser. Donc, bon, ben, on peut commencer par cette question. Alors, on va dire qu'à 98%, je travaille pour des architectes d'intérieur ou des designers, très peu pour des particuliers en direct. Alors, vous allez me dire pourquoi. En fait, pour une raison simple, c'est que j'estime que ce métier, pour se faire plaisir, il faut être dans du très très haut de gamme. Parce qu'il faut des clients qui ont les moyens de nous payer. En fait, ce métier, c'est un métier qui demande beaucoup d'heures de réalisation. Et qui dit beaucoup d'heures dit évidemment des montants élevés. Et en plus, malheureusement, on est comparé aujourd'hui à de la grande distribution. Si vous prenez le prix d'un canapé Ikea avec le prix d'un canapé qu'on doit nous réaliser, mais évidemment, c'est des coefficients multiplicateurs énormes. Donc, je pense qu'on n'a malheureusement pas les moyens aujourd'hui de trouver facilement des particuliers qui ont les moyens et qui vont venir chez l'artisan pour lui confier un travail d'extrême qualité. Pourquoi ? Parce que celui qui a les moyens, il va avoir à gérer un intérieur dans sa globalité et qui va donc faire appel à un architecte d'intérieur qui va lui traiter tous les corps de métier. Voilà, le maçon, le menuisier, le peintre, le plombier, l'électricien, etc., etc. Et que du coup, seul comment dire, ce créneau-là peut nous permettre de réaliser des travaux d'exception.
Du coup, c'est celui que j'ai choisi. Voilà, donc j'ai choisi ça parce que je pense que c'est important. Après, pour répondre à la deuxième partie de votre question sur la relation qu'on peut avoir avec les designers ou les architectes d'intérieur, bien évidemment, c'est en train d'évoluer. J'étais dans la précédente session et c'était très intéressant puisque justement, vous en avez parlé un peu aussi. Par chance, ça évolue un peu. Pendant longtemps, moi, j'ai été de cette école finalement où nous étions dans l'ombre complète des architectes d'intérieur. On n'existait pas. On était des gens qui étaient là que pour réaliser. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, là encore, sur les métiers d'art dans leur globalité. Et aujourd'hui, beaucoup d'architectes d'intérieur ont cette volonté de mettre en avant les artisans d'art qui les accompagnent et avec qui ils collaborent. Alors, c'est encore timide, comme c'était dit tout à l'heure. On sent que les lignes bougent un peu et j'en suis très heureux parce que quelque part, c'est important aussi qu'on soit reconnu pour ça. Alors, non pas pour un problème d'ego, parce qu'à la limite, on s'en moque, ce qu'on veut, c'est faire de beaux ouvrages, donc peu importe qu'on soit reconnu, que notre nom soit connu ou pas, c'est pas ça. Le but, c'est simplement que des clients finaux, et donc on rejoint la première partie de la question, puissent se dire, ou puissent dire à leur architecte d'intérieur, je veux travailler avec tel ou tel artisan. Et là, si on se fait connaître, bah, quelque part, on a cette puissance. Et le fin du fin, c'est que le client final qui a un projet d'exception eh ben, puisse à la fois choisir son architecte d'intérieur, mais aussi ses artisans. Et là, on a gagné quelque chose. Là, on est reconnu véritablement pour notre savoir-faire, pour le travail de qualité que l'on fait. Et là, je trouve que quelque part, on aura fait bouger les lignes vraiment quand on y arrivera. Donc c'est en train de bouger, c'est déjà génial. Donc il faut continuer à se battre là-dessus. D'accord. J'étais en train de lire les questions et je vois qu'il y a une question sur l'écologie. Alors on va un petit peu changer de genre de question, puis on reviendra après sur une autre qui traite l'international. Là, c'était Marielle qui demandait que faites-vous des chutes de tissus? Très intéressant. Alors c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que on a initié chez nous ce qu'on appelle une politique RSE. Donc c'est une responsabilité sociétale qui nous paraît très important. On l'a initié il y a à peu près 3 ans. C'est un travail de longue haleine, c'est pas simple. En plus, le tapissier n'était pas vraiment avec cette préoccupation-là pendant des années. Aujourd'hui, oui, on s'en préoccupe. On ne communique pas du tout là-dessus. Donc, on fait tout l'inverse de ce que certains font. On ne communique pas parce qu'on estime qu'on n'est pas encore parfaitement au point et qu'il ne faut pas griller les étapes. Donc, on le fait un petit peu en douceur et en silence. Mais avec une ferme volonté d'y arriver. Et donc, pour répondre à la question précise, que faisons-nous des chutes des tissus? Nous les distribuons beaucoup aux écoles. Énormément, voilà, on les distribue un peu parfois bien sûr aux collaborateurs aussi qui ont droit. Après, on va aussi s'en servir parfois pour faire des présentations, pour faire des prototypes, pour faire des expositions, etc. Mais le gros, c'est des chutes de tissus, en tout cas, ce sont destinés aux écoles. Et puis après, ben, il n'y a pas que les tissus, il y a des mousses, par exemple, qui aujourd'hui sont beaucoup utilisées encore chez nous. Donc j'espère que dans les années qui viennent, je me donne 2 à 3 ans pour qu'il n'y ait plus de mousse utilisée chez nous, par exemple. Mais en tout cas, ce n'est pas encore le cas. Et donc ces mousses, on les retraite pour alors qui ne sont pas retraités chez nous, mais on les donne à un prestataire extérieur qui lui-même les replace pour des coussins bas de gamme en ce qu'on appelle en flocons de mousse. Donc nous, on ne le reprend pas parce qu'en l'occurrence, on n'est pas du tout là-dessus. Nous, on est vraiment dans des coussins tout en plumes, en duvet, etc. Donc on ne va pas les réutiliser nous. Voilà. Et puis après, il y a d'autres matériaux. Aujourd'hui, on trie tout, par exemple. Et ça, c'est très nouveau parce qu'avant, on ne triait pas. Maintenant, on a vraiment des bacs pour les cartons, pour telle ou telle matière. Donc, on a vraiment cette démarche très forte chez nous avec une implication de tous les collaborateurs.
D'accord, merci pour cette remarque, ce positionnement sur l'écologie. Effectivement, entre nous, on avait échangé sur le crin et finalement le retour à certains matériaux naturels voilà, par rapport au Et garni. pardon, j'ai oublié, par exemple, un truc tout simple mais tout bête, on a équipé tous nos ateliers de LED. Bon, voilà, donc on a aussi ce genre de démarche. Voilà, on essaye de trouver aussi des solutions au niveau écologique, aussi sur nos installations, par exemple. Mm. Oui, et là, on va se recentrer sur l'international, puisque c'est aussi pour cela que c'était intéressant de vous avoir parmi nous. C'était par rapport à cette ouverture à l'international. Et Luc demande quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées à l'international. S'il y en a eu, quelles sont-elles? Oui, bien sûr, il y en a eu. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça n'a pas été facile. Je dirais pour commencer, pour répondre à la question, que voilà, j'ai eu la chance de rentrer, comme je le disais, dans une boîte internationale quand j'avais seulement 22 ans et que j'ai compris à ce moment-là que ce métier pouvait s'exercer à l'international et qu'il y avait potentiellement des clients qui avaient très envie d'avoir nos savoir-faire français. Donc ça a commencé comme ça. Et donc, du coup, j'ai toujours été en approche de ces clients-là avec toujours cette idée qu'on pouvait aller chercher des clients là où ils étaient. Et je dis toujours, en fait, ce qu'il faut que les jeunes comprennent, c'est qu'il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, il faut bouger et que quelque part, on peut, en se donnant beaucoup de mal, arriver à trouver des clients d'exception, mais il faut aller au-devant d'eux, donc c'est compliqué. Alors comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai fait des books pour essayer de mettre en valeur nos savoir-faire. Et puis je suis allé frapper aux portes des architectes d'intérieur, donc d'abord sur Lyon, puis sur Paris. Et un jour, je me suis dit, il faut que je sorte. Donc je suis allé à Londres, je suis allé à Bruxelles, je suis allé en Suisse. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, il faut aller aux États-Unis parce que c'est peut-être quand même un peu l'Eldorado. Donc j'y suis allé, ça a été très 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 long. Pour vous donner une idée, j'ai mis grosso modo 3 ans à choper mon premier client et j'allais aux États-Unis tous les 3 mois. Donc c'était un investissement colossal, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce que je gagnais pendant ces 3 ans, je le mettais à faire mes déplacements à New York. Donc c'était fou. Tout le monde me traitait de fou. Chez moi, ma famille, mes amis, enfin tout le monde me disait que j'étais complètement fou. Beaucoup n'y croyaient pas du tout. Beaucoup me disaient que je n'y arriverais jamais. Parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt que pouvait avoir un client new-yorkais à confier des travaux à un tapissier à Lyon. Voilà. Mais personnellement, j'y croyais. Donc, ce que je pourrais dire aux jeunes qui sont là, c'est qu'il faut être extrêmement persévérant, ne jamais lâcher, voilà, y croire et se battre. Voilà, après, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement. Donc après, je dirais pas que c'est dur, c'est surtout usant parce que vous prenez des portes, comme on le dit, l'expression, on se prend des portes, quoi. Pendant 3 ans, quand vous allez toquer chez les archis d'intérieur et que vous ressortez sans rien, c'est carrément épuisant, quoi. Et aujourd'hui, j'ai par exemple des collaborateurs qui vont essayer d'aller voir des architectes d'intérieur pour leur vendre nos services. Et quand ils se prennent une porte 2 fois, ils me disent: ah non, 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 c'est trop dur. Je dis: attendez, je vais vous expliquer là, c'est pas dur du tout là. Non, non, il faut y retourner. Et voilà, et j'avais un client qui était ma cible, vraiment, qui était un client extraordinaire dont j'entendais beaucoup parler. Et en fait, j'allais donc tous les 3 mois le voir. Je ne le voyais jamais. En fait, je voyais toujours des collaborateurs qui me disaient: oui, mais repassez. Bon. Et puis, un jour, le hasard a voulu, c'est quand même un peu le facteur chance dans la vie, c'est que j'étais là, et là, il arrive, et il me dit: mais vous faites quoi là? Et je lui explique. Et il me dit: ah, ben ça tombe bien, j'ai un petit chantier à faire à Londres. Londres, c'est pas très loin de Lyon. Ben écoutez, ok, je vous le donne. Voilà. Et puis j'ai commencé à travailler avec lui. Et pour vous donner un ordre d'idée, ce client a représenté pendant 10 ans entre 30 à 40% de mon chiffre d'affaires.
C'était phénoménal. On a fait des chantiers extraordinaires à travers le monde. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de reconnaissance parce qu'il m'a fait vivre, enfin, il nous a fait vivre à pratiquement plus d'une vingtaine de personnes pendant 10 ans. Donc c'était phénoménal et que des projets d'exception. Et si je ne m'étais pas acharné pendant 3 ans, je ne l'aurais jamais eu. Voilà, donc voilà, comment aller à l'étranger, c'est pas dur en soi, il faut s'armer de patience et ne pas lâcher. Il faut croire en soi, s'acharner, ne pas hésiter à investir un petit peu et puis savoir aussi communiquer parce que vous avez parlé d'un book. Maintenant, il y a d'autres moyens aussi de communiquer. Et je sais que vous aviez des choses à dire par rapport à l'image que l'on renvoie et que les jeunes peuvent renvoyer sur les réseaux sociaux. Alors tout à fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, la communication a beaucoup changé. Aujourd'hui, on est au courant de tout, tout de suite. Voilà, moi j'ai connu l'époque où il fallait faire un peu de presse, il fallait faire un peu de pub, il fallait essayer d'obtenir qu'on parle de nous dans certains milieux. C'était compliqué, etc. Aujourd'hui, tout est simple. On a des réseaux sociaux qui nous permettent d'être très facilement comment dire, connu, entre guillemets, c'est-à-dire un architecte d'intérieur peut facilement vous connaître si on communique. Donc effectivement, Instagram est un outil absolument exceptionnel, vraiment. Nous, aujourd'hui, on s'appuie énormément sur Instagram. On a eu la chance, grâce à Instagram, d'avoir des clients extrêmement prestigieux qui sont venus à nous et des chantiers à travers le monde incroyables grâce à Instagram. Donc c'est précieux. Par contre, il faut faire très attention. C'est bien évidemment, et ça c'est essentiel, c'est un peu d'ailleurs le secret d'Instagram, c'est de très belles photos. Il faut soigner ses photos, il faut soigner sa manière aussi de les diffuser, le rythme, enfin tout, c'est un vrai travail. Moi j'ai une personne dédiée qui fait ça à 100% de son temps. Ça paraît dingue, mais c'est essentiel. Et aujourd'hui, les jeunes, il faut que vous fassiez très très attention à vos modes de communication parce qu'aujourd'hui, une mauvaise communication peut vraiment vous desservir. Donc méfiez-vous de ce que vous communiquez, même à titre privé. Ça, c'est voilà, c'est le petit message que je voulais faire passer parce que ça peut être dévastateur. Donc, vous êtes dans un métier où l'image va compter. Et donc, du coup, il faut être très vigilant, soigner son image, elle est importante, mais qu'elle soit adaptée à ce que vous voulez faire dans votre vie, quoi. Voilà. Merci pour ces mots sur la communication aussi et l'image que les jeunes peuvent véhiculer effectivement sur les réseaux sociaux, le soin que l'on y apporte et puis la nécessité parfois de se faire entourer par les bonnes personnes, par des communicants. Ça peut aussi, quand on monte sa société, être quelque chose à prendre en compte. Et donc, dans le cadre du DNMAD, c'est pour ça que c'est très important aussi de s'investir dans toutes les disciplines et même dans celles qui concernent la communication et médiation, parce que c'est un gros travail. Et voilà, ça participe à cette image qu'il communique. Il y avait une question justement sur ces jeunes qui arrivent dans votre atelier. Existe-t-il une formation en interne pour les jeunes qui arrivent à l'atelier? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai vécu à mon époque, où j'ai appris le métier, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas assez d'heures de cours. Donc, la formation, elle est comment on dit, en fait, on est dégrossi, on a une vision de ce qu'est le métier, mais on n'a pas de pratique. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Et donc, du coup, il faut du temps. Le problème, c'est qu'évidemment, quand vous sortez avec un diplôme, vous espérez trouver un job avec un niveau de rémunération. Nous, on avait des rémunérations qui étaient ridicules. J'ai retrouvé dernièrement mon premier salaire, c'était à l'époque 160 francs pour un mois, c'était des francs. Donc inutile de vous dire que c'était rien, quoi. On était payé une misère et on était payé comme ça pendant 3 ans et après on trouvait vaguement un job qui était encore très mal payé pendant des années. Donc il fallait vraiment y croire. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que évidemment un jeune qui a obtenu son diplôme, il est en droit d'avoir un travail avec un emploi et un salaire. Et là, évidemment, le problème, c'est qu'il ne sait pas grand-chose.
et que évidemment il va lui falloir du temps pour apprendre et que l'entreprise dans laquelle il va être va devoir composer entre ce que cette personne va amener à l'entreprise et quelque part ce que l'entreprise doit investir pour former ce jeune. Bon, et ça, c'est un équilibre qui n'est pas évident, d'où la difficulté d'ailleurs de trouver des premiers emplois. Donc ça, il faut en avoir conscience. Moi, ce que je dis toujours aux jeunes, donnez-vous beaucoup, prouvez à votre employeur que vous êtes prêt à en faire beaucoup plus que la normale pour que quelque part l'entreprise ait elle-même envie de vous aider. Bon, donc ça, c'est une première chose. Voilà, et nous concrètement, on forme beaucoup en interne. Donc on a pris cette décision, c'est un lourd investissement. Nous avons beaucoup de jeunes chez nous. On a évidemment les gens qui étaient avec moi étaient de ma génération, donc ils sont tous en fin de carrière, donc il a fallu renouveler. Donc ça fait des années qu'on est très préoccupé par ça et que nous formons beaucoup, beaucoup, beaucoup en interne. Donc c'est un énorme investissement. Voilà, mais on se le doit et aujourd'hui l'avenir de nos métiers passe par là. Donc voilà, il faut essayer de trouver l'équilibre et puis de trouver des clients qui acceptent de payer, entre guillemets, ce temps qu'on va passer à former, ce temps qu'un jeune va devoir passer pour apprendre, parce que quelque part, ce temps-là, on ne peut pas le vendre. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut bien le vendre, que l'heure soit vendue beaucoup plus cher et que du coup, le client accepte ça. Donc, voilà, là, ça devient complexe parce que c'est un tout. C'est-à-dire qu'il faut une image, il faut une réputation, il faut beaucoup d'efforts pour aller trouver les bons clients si on veut pouvoir former en interne. Donc, on sent qu'il y a nécessité à former en interne. Peut-être qu'il faudrait donc aussi avoir un nombre d'heures suffisant en atelier dans le cadre des formations, peut-être un petit peu plus élevé que ce qui est proposé à ce jour avec le nouveau DNMA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça me paraît aberrant qu'on essaye de réduire des heures en atelier, mais j'arrive même pas à comprendre. Enfin, parfois, on en parle comme ça avec Raphaël ou d'autres, mais on se dit, mais comment c'est possible? Comment on peut oser faire ça? C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut augmenter les heures d'atelier, bien sûr. Donc, voilà. Alors, le secret, parce que ça ne sert à rien de râler, il faut faire ce que le Craft Project fait, c'est-à-dire essayer de dynamiser tout ça et essayer de se battre pour essayer de faire changer les choses. Bon, ça, c'est une chose. Mais en même temps, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Donc, ce que je dis aux jeunes, consacrez, si vous aimez ce métier, si vous avez la foi pour ce métier, si vous avez la passion, consacrez votre temps libre à ce métier. Consacrez du temps. Il faut que vous preniez du temps pour aller voir des musées, pour vous cultiver au travers de bouquins, etc. Et puis, dès que vous le pouvez, passer du temps en atelier. Il faut demander à votre patron, si vous avez de faire plus d'heures que vous ne pouvez le faire. Si vous faites des stages, n'hésitez pas à ne plus raisonner. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est encore capable de le faire. Je crois qu'il ne faut plus raisonner en se disant je fais tant d'heures. Voilà, je fais 7 heures par jour ou je fais 35 heures par semaine. Pour moi, c'est une aberration. Alors, je suis un dinosaure là-dessus, mais je pense que, voilà, moi j'ai ma fille qui aujourd'hui est en stage. Voilà, elle revient après 12 heures de stage par jour. Et elle me dit, bon, oui, j'en ai bavé, mais voilà, j'ai appris plein de trucs. Voilà, donc il faut avoir ça à l'esprit. Et je ne vois pas un quelconque employeur refuser d'avoir un stagiaire qui a envie de faire plus. Alors la norme, il n'a pas le droit, mais je pense qu'on peut parfois sortir un peu des clous. Oui, donc la nécessité en tout cas de faire, de pratiquer et d'investir du temps dans ces savoir-faire. Et donc aux étudiants aussi de poursuivre en fait les expérimentations, soit au sein de l'école quand il y a de la place dans l'atelier ou chez eux. À l'école, souvent, on a la possibilité d'en faire un peu plus oui. Que les heures qui nous sont proposées. On peut, hein. On peut. Dans certaines écoles, pas dans toutes, mais dans certaines écoles, les ateliers sont ouverts pour les temps d'autonomie ou autre. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les écoles. Il n'y a pas forcément une
une équité à ce niveau-là, mais il y a toujours moyen, en tout cas, de s'entraîner et c'est quelque chose que vous leur conseillez fortement, de prendre le temps de faire et refaire et Oui, parce d'apprendre. que ce métier, comme beaucoup d'autres métiers, hein, beaucoup d'autres savoir-faire, nécessite de beaucoup pratiquer pour apprendre et maîtriser. En fait, c'est des gestes il faut du temps, quoi. Il faut du temps pour bien les maîtriser. Il faut pratiquer pour. Il y a jamais deux tissus pareils. Il y a jamais deux sièges qui vont se réaliser de la même façon. Il n'y a jamais deux rideaux qui vont être confectionnés de la même façon. Donc, plus vous allez en faire, plus vous allez en voir, votre pratique va être importante. Donc, oui, je pense qu'il faut passer du temps le plus possible, pratiquer, pratiquer. Oui, effectivement, au niveau des tissus, c'est comme en tissage, hein, en fonction des types de fibres, de fils, de titrage, chaque chaîne, chaque tissage est unique et on doit s'adapter à chaque propriété de fibre. Et à ce propos, il y avait une question, je ne sais pas si je vais la retrouver, sur les tissus de Morgane. Quels sont vos fournisseurs de tissus en France ou à l'étranger? Alors, on travaille bien évidemment avec tous les fournisseurs connus en France, hein, voilà, les Frey, les Litis, les Lelièvre, etc. Bon, tous ces gens très connus, mais nous nous efforçons là aussi d'être un peu atypiques et de trouver notre valeur ajoutée. Donc, j'ai une personne dédiée chez nous qui ne fait que du sourcing. Donc, elle va chercher des étoffes d'exception aux quatre coins du monde. Alors beaucoup les États-Unis, en fait, contrairement à ce qu'on croit, les États-Unis sont très 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 forts dans le domaine et on trouve aujourd'hui des tisseurs très artisans qui font des produits exceptionnels. Voilà. Et donc notre but c'est de proposer à nos clients architectes d'intérieur des produits qu'ils ne connaissent pas pour que évidemment créer l'envie. Voilà, donc c'est un long combat aussi, mais en tout cas on s'efforce de le faire. Mais après il faut aussi avoir bien évidemment des tissus français, italiens, allemands, suisses, anglais, bien évidemment. Oui, il y a Pierre Salagnac qui précise qu'effectivement le stage est un moyen de faire et c'est une belle opportunité qui est donnée dans ce DNMAT, c'est qu'on a des grandes périodes de stage. Donc évidemment, on rencontre pas mal de problématiques par rapport aux heures d'atelier qui nous coûtent cher. En tout cas, ça nous touche particulièrement parce qu'on est là pour transmettre un savoir-faire, une passion et c'est vraiment pour le bien-être des étudiants. Mais heureusement qu'effectivement, on a ces périodes de stage un petit peu plus longues qui permettent aussi de faire et de rencontrer le monde professionnel et de se confronter aux exigences aussi du métier. Exactement. J'ai une autre question de Thierry, alors je vais la lire. Comment voyez-vous la concurrence internationale? Sentez-vous que d'autres pays avec une culture du prestige sont sur la voie pour innover et acquérir une meilleure renommée que la France? Super, bravo. Bah, bravo parce que en fait, j'ai envie de répondre que évidemment, il faut jamais s'estimer arrivé. Donc, c'est un métier qui demande beaucoup d'humilité. Ça, c'est hyper important. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais restons humbles parce qu'en fait, c'est des métiers complexes et que on n'est jamais complètement arrivé. En fait, toute notre vie, on essaye de progresser et voilà. Et que du coup, pour répondre à Thierry, évidemment, on peut se faire doubler par n'importe qui. Donc, bien sûr, un concurrent à côté de chez nous, mais pourquoi pas un concurrent étranger. Donc, oui, il y a des boîtes qui sont très fortes aux États-Unis, en Angleterre surtout, parce que c'est des pays où il y a historiquement beaucoup de très beaux décors qui ont été réalisés. Donc, il y a beaucoup de demandes. C'est des pays où on aime le tissu, où on aime le décor. Donc il y a de très très bons tapissiers dans ces pays-là. Donc il faut essayer d'être le meilleur. Mais essayer d'être le meilleur, ça ne veut pas dire qu'on l'est. Ça veut dire qu'on se bat pour l'être. Donc il faut être vigilant. Et vous avez dit dans votre question, j'aimais bien, c'était comment arriver justement presque à être innovateur. Enfin, j'ai entendu ça dans la question plus ou moins. Et je pense que oui, en fait, il faut avoir vraiment ce réflexe de se dire on doit réinventer notre métier. Comme je le disais tout à l'heure, ce métier, il a toujours été contemporain.
Au XVIIe, il était contemporain. Au XVIIIe, il était contemporain, etc. Et donc aujourd'hui, on doit être contemporain et donc trouver comment effectivement apporter à nos clients ce qui peut-être ne se fait pas aujourd'hui, comment on arrive à le repenser. Donc il faut être très créatif, c'est vraiment important. Et quand je dis créatif, c'est pas être artiste créateur, c'est être créatif dans notre savoir-faire. Moi, je pars du principe que nous vendons du savoir-faire au service de créateurs. Donc, mais savoir proposer à nos clients des méthodes, des process, des finitions, voilà, des façons de faire innovatrices, parce que c'est ce qui va nous permettre d'être meilleurs que le voisin. Donc voilà, pour répondre Thierry, je pense que oui, potentiellement, on a des concurrents partout et qu'on se doit d'être encore meilleur. Voilà. Effectivement, il y avait cette question par rapport à la relation entre l'artisan d'art et le créateur, et c'était surtout je vous avais parlé de cette question, finalement, est-ce que l'artisan d'art doit-il nécessairement être créateur, et où est-ce qu'il est créateur? Est-ce que l'acte technique en lui-même ne peut-il pas être considéré comme créatif et puis générateur d'un épanouissement personnel? C'est-à-dire que finalement, dans la technique, il y a la création, et à partir du moment où on la maîtrise et où on la comprend, on arrive à la dépasser et à créer à l'intérieur de cette technique. Est-ce que vous avez des exemples ou des cas concrets pour des étudiants? Sachant qu'il nous reste 1 minute, mes amis. Alors, je vais essayer de faire vite. Alors moi, je dirais que là-dessus, je suis assez ouvert. Je pense qu'un artisan peut avoir envie d'être artiste et peut avoir envie de créer. Personnellement, ce n'était pas mon choix parce que j'aime beaucoup essayer de réaliser ce que le client a dans sa tête. Et en fait, j'estime qu'on est créateur de notre savoir-faire. Donc j'ai une démarche où je me dis, parce que je vais arriver avec des solutions, je vais permettre à mon client, lui, de réaliser quelque chose. Voilà. Mais après, je connais des tapissiers qui sont très créatifs et je trouve que c'est un choix. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas créatif qu'on ne peut pas se faire plaisir dans ce métier. Merci Charles, merci Stéphanie. Charles, tu es un professionnel, parce que c'est incroyable le nombre d'informations que tu as réussi à nous transmettre. Tu as une pensée tellement claire en peu de temps. Enfin, c'était génial. À ceux qui me connaissent m'envoient des WhatsApp en disant c'est génial, c'est passionnant, c'est génial. Et vraiment, c'était un très bel échange. Bravo Stéphanie pour tes questions. Et merci infiniment Charles pour ton témoignage. Merci mille fois, encore une fois Raphaël, parce que vraiment, c'est un boulot de titan qu'elle fait et qu'elle aide tous ces jeunes. Voilà, on a envie d'y croire, Raphaël. Oui, et alors là c'est moi et c'est Marie-Signe et Colline qui ont œuvré pendant 1 semaine non-stop sur ce forum. Donc vraiment, je les remercie, puisque là, c'est pareil, elles passent leur samedi avec nous et on poste toutes vos phrases importantes en live sur Instagram pour partager avec tous ceux qui ne nous écoutent pas. Et voilà, et évidemment, et moi, mon énergie et ce qu'on fait, elle vient aussi beaucoup de Charles. Il faut le savoir que c'est un de mes anges gardiens qui m'écrit, qui m'encourage et qui me... Voilà, donc je lui dis merci parce qu'il est très important. Il est au conseil stratégique du Craft Project et c'est vraiment quelqu'un sur qui on s'appuie énormément. Voilà, je vous embrasse tous. On a mis le lien pour la prochaine session, donc on se retrouve là-bas. Merci, à très vite. Merci Charles, merci Stéphanie, c'était super. À bientôt. À bientôt.